Le 28 septembre 1895, Louis Pasteur meurt, 10 ans après l'autre grande figure de la fin du XIXe siècle, Victor Hugo. La Troisième République célèbre le savant français, celui dont elle a fait un véritable mythe, sorte de saint laïque et scientifique. Les funérailles nationales de Pasteur ont lieu le 5 octobre 1895. Son char mortuaire rejoint le parvis de Notre-Dame à midi. Après la cérémonie religieuse, Raymond Poincaré, alors ministre de l'Instruction publique, prononce un discours dans l'air du temps, solennel et grandiloquent. Pasteur a obéi toute sa vie à l'idéal le plus pur, à un idéal supérieur de la science. L'avenir le rangera dans la radieuse lignée des apôtres, du bien et de la vérité. La veuve de Pasteur refuse le Panthéon pour son mari. On lui construit un fastueux tombeau dans l'enceinte même de l'Institut Pasteur. Mesdames et messieurs, à la voûte 3 anges, foi, espérance et charité, ainsi qu'un 4e qui les contient tous pour Pasteur, la science. Louis Pasteur est mort, mais l'Institut Pasteur, inauguré en 1888, poursuivra son œuvre. L'Institut sera à la fois un dispensaire pour le traitement de la rage, un centre de recherche pour les maladies infectieuses et un centre d'enseignement pour les études qui relèvent de la microbie. L'Institut a été financé par des souscriptions dont les journaux publient les listes. Elles sont parfois énormes, parfois modestes. Le petit Joseph Meister, le premier patient guéri de la rage, donne quelques sous. La souscription recueille en France et à l'étranger un total équivalent à 8 ou 9 millions d'euros. Au sein de l'Institut, la recherche se poursuit grâce à des savants de toutes nationalités. Ainsi, après la microbiologie, va émerger une nouvelle discipline, l'immunologie. Car il ne s'agit plus seulement de mettre au point en tâtonnant de nouveaux vaccins, mais de comprendre les mécanismes mêmes de l'immunité. Le Russe Elie Metchnikov, entré en 1888 à l'Institut, a fait un grand pas dans cette direction. En 1882, il introduit une épine de rosier dans le corps de larves d'étoiles de mer. La larve se défend en envoyant des cellules encercler l'intrus et le digérer si elles le peuvent. Metchnikov donne un nom grec à ces cellules qui mangent d'autres cellules, les phagocytes. Nous nous intéressons au mécanisme de l'immunité qui agirait indépendamment des cellules. D'autres savants découvrent des substances qui combattent les microbes dans le sérum sanguin, la partie du sang dépourvue de cellules. Pour eux, c'est une preuve que les cellules n'entrent pas en jeu dans le mécanisme immunitaire. Dès 1896, ils baptisent ces substances les anticorps. On comprendra plus tard que les deux théories, loin de s'exclure, se complètent. Les cellules phagocytes et les anticorps agissent de concert. L'Institut Pasteur ne survit pas seulement à son fondateur. Il se multiplie en se greffant habilement sur l'expansion coloniale française. Partout où pénètrent nos soldats et nos administrateurs, l'Institut Pasteur tient à honneur de les suivre et d'apporter, dans notre immense empire colonial, les bienfaits de la civilisation française. Albert Calmette crée le premier d'entre eux à Saigon en 1891. Bientôt, les mordus de Java, du Siam, de Singapour, du Tonkin et même du Japon affluèrent dans la capitale cochin-chinoise. Et la préparation du vaccin animal antivariolique, cultivé sur des bufflons, permit d'entreprendre efficacement la lutte contre la variole. Désormais, ce réseau international d'instituts multiplie les découvertes. À la fin du XIXe siècle, la diphtérie est une des premières causes de mortalité infantile. En 1886, Émile Roux et Alexandre Yersin identifient le poison émis par le bacille de cette maladie. L'Institut Pasteur se dote alors par souscription d'un cheptel de chevaux pour produire le sérum antidiphtérique. La méthode est la suivante. Par dose croissante, on inocule la toxine diphtérique au cheval, dont l'organisme réagit en s'immunisant. On prélève alors le sang de l'animal et on en tire par coagulation le sérum salvateur. Mandaté par l'Institut Pasteur, Alexandre Yersin se rend à Hong Kong que ravage une épidémie de peste. Au mépris du danger, Yersin installe un laboratoire rudimentaire dans une paillote. Il prélève des bubons sur des victimes
dissèque des rats dont les cadavres jonchent les rues de la ville. Il parvient ainsi, en 1894, à isoler le bacille de la peste qui porte son nom, Yersinia pestis. Il ne réussit cependant pas à découvrir comment la maladie est transmise. C'est un autre pasteurien, Paul-Louis Simon, qui comprend un peu plus tard que ce sont les puces des rats qui portent la maladie. Ce jour-là, le 2 juin 1898, j'éprouvais une émotion inexplicable à la pensée que je venais de violer un secret qui angoissait l'humanité depuis l'apparition de la peste dans le monde. En 1909, Charles Nicolle, à l'Institut de Tunis, découvre le rôle du pouls dans la transmission du typhus, ce qui lui vaut un prix Nobel. À Lille, Albert Calmette étudie un autre fléau, la tuberculose. Assisté par le vétérinaire Camille Guérin, il découvre par hasard, en 1908, un moyen d'affaiblir les bactéries responsables de la tuberculose par des cultures successives en présence de bile de bœuf. Mais ces recherches sont interrompues par la guerre. L'armée française réquisitionne le bétail utilisé par les chercheurs. Puis, l'Allemagne occupe la ville et l'Institut Pasteur de Lille interrompt ses recherches. La science n'a pas de patrie, mais le savant doit en avoir une. Aimait à dire Pasteur. Le conflit mondial change la donne pour les pasteuriens qui contribuent à l'effort de guerre. L'Institut de Paris produit des sérums contre les dysenteries, les gangrènes, le tétanos. Il devient le centre de production du vaccin destiné aux troupes, le TAB, contre la typhoïde. Le bactériologiste René Legros en produit en 2 mois 2 200 000 doses. Le service de santé des armées lui confie en octobre 1914 la création d'une flotte de laboratoires mobiles. René Legros dote également les automobiles chirurgicales françaises, les autochires, de laboratoires bactériologiques. Grâce à eux, on analyse les os pour prévenir la dysenterie, on vaccine, on évite des gangrènes, on circonscrit des épidémies. Mais la guerre, c'est aussi la science au service du pire, du côté français comme du côté allemand. Le 22 avril 1915 à Ypres, vers 5 heures du soir, pour la première fois dans l'histoire, des gaz de combat sont utilisés, violant la convention de La Haye. Les Allemands avaient installé dans leurs tranchées de première ligne des tuyaux espacés de 2 à 4 mètres, d'où s'échappaient des vapeurs jaunes puis verdâtres. Un certain nombre de soldats ne purent fuir devant la vague gazeuse. Ils moururent en vomissant abondamment du sang. À l'Institut Pasteur, Gabriel Bertrand, chef du service de chimie biologique, met au point un gaz invalidant, ainsi qu'une grenade pour l'envoyer sur l'ennemi, qu'il baptise la Bertrand numéro 1. Les grenades vont bien. Je m'occupe d'en réaliser la fabrication industrielle. Cette course à la mort se poursuit jusqu'à la fin de la guerre. Après l'armistice, la recherche scientifique reprend un cours normal. En 1921, Albert Calmette, toujours assisté de Camille Guérin, parvient enfin à mettre au point le vaccin contre la tuberculose qui porte leur nom, le BCG, encore utilisé actuellement. Dans les années 20, l'Institut Pasteur est ancré dans la modernité scientifique, qui demeure aujourd'hui son horizon.